Monde. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée d'échange avec les candidats des 4 principaux partis politiques du Québec, les 4 candidats qui se présentent dans la circonscription de Rosemont. Je me présente, Denis Leclerc, directeur général de la CDC de Rosemont, donc la Corporation de développement communautaire de Rosemont. On n'entend pas bien, Denis. Non, c'est fort en arrière. On va augmenter le volume. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que ça va mieux comme ça? Ah! On va devoir tous manger le micro. J'aimerais remercier M. Dubois, M. Lisée, M. Trudel et M. Valade d'avoir accepté rapidement et avec enthousiasme l'invitation de la CDC de Rosemont. La CDC de Rosemont, juste en quelques mots, c'est la Corporation de développement communautaire de Rosemont, donc un regroupement d'organismes communautaires du quartier, qui inclut également des organismes culturels et d'économie sociale, une cinquantaine d'organismes dans le quartier Rosemont. Et la CDC a aussi un mandat de table de quartier, donc favoriser la concertation entre les différents réseaux, les acteurs du quartier, dans une perspective de transformation sociale et de lutte à la pauvreté. Il y a 29 tables de quartier à Montréal et la plupart organisent des soirées comme ça pour favoriser justement la rencontre avec les candidats afin de favoriser une participation démocratique. À Rosemont, c'est rendu une tradition que la CDC organise ces soirées-là. Aux dernières municipales, on a organisé dans chacun des districts pour la première fois et aussi un à mairie. L'objectif de la rencontre, c'est favoriser un échange. C'est pas un débat entre les candidats, mais bien une rencontre entre les candidats et les citoyens et les intervenants du quartier. Donc, c'est une soirée où la grande place va être des questions de la salle adressées aux candidats et candidates. Mais comme il n'y a pas de candidates ce soir, ça va être des candidats seulement. On aimerait saluer les gens de rumasson.com qui vont animer un fil Twitter toute la soirée à #RosemontQC. Saluer aussi les gens du journal de Rosemont. Et une première pour la CDC, il va y avoir une captation vidéo intégrale de la soirée qui va être mise sur le web dans quelques jours. Et pour ce faire, on aimerait remercier les gens du comité Priorité Logement de la démarche des cités Rosemont Ensemble qui ont rapidement trouvé les caméras, des bénévoles. Donc on les remercie beaucoup parce qu'à la CDC, on n'est pas encore équipé au niveau technologique pour faire ce genre de diffusion. On remercie beaucoup les gens, particulièrement Roger. Sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous expliquer les règles du jeu qui se veulent très simples en fait. Il va y avoir 5 blocs. Le premier bloc, ça va être un 2 minutes où chaque candidat se présente. 2 minutes ad lib pour se présenter sa plateforme, le parti, peu importe, mais en 2 minutes. Et au bout de 2 minutes 15, je vais vous dire en guise de conclusion. Ça veut dire que vous devez closer à peu près en 10 secondes. On n'a pas de beeper ou de spot rouge pour dire que vous dépassez votre temps. On essaie de le faire de façon soft. Ensuite, il y a un deuxième bloc où la CDC vous pose une question que vous avez reçue à l'avance, qu'on va découvrir. Et chacun, vous allez avoir 3 minutes pour y répondre. Troisième bloc, c'est assez simple, c'est on ouvre à la salle les questions. J'ai expliqué rapidement tout à l'heure comment ça fonctionnait. On s'attend à beaucoup de questions, évidemment, et comme on ne peut pas finir à minuit ou à 11 heures, il y a un nombre limite de questions qui vont être posées. Habituellement, dans ces soirées-là, c'est 12 questions, des fois 15, mais environ entre 12 et 15 questions qui permet de finir vers 8h30, 9h moins quart. Donc, ça va être le hasard qui va le déterminer. Vous écrivez votre nom et le sujet, pas la question complète, mais le sujet, sur un carton que Magali a en sa possession ou que Julie a en sa possession. Julie est au fond là-bas. Et graduellement, Magali va m'amener les cartons et je vais piger au fur et à mesure les questions. Pour s'assurer d'une diversité de sujets et d'intervenants ou de personnes qui vont poser les questions, dans un premier temps, c'est si une personne a mis 4 questions, on va lui donner le droit d'en poser une. Puis ensuite, on va donner l'occasion à d'autres personnes de poser des questions. Et si le même sujet se retrouve 10 fois dans le panier à questions, bien, après 3 questions sur le même sujet, on va passer à d'autres sujets afin de favoriser une diversité de questions.
Le quatrième bloc est relativement simple, c'est le temps de conclusion des candidats, où vous allez avoir environ chacun 2 minutes pour conclure. Et le cinquième bloc, c'est un bloc informel, où après la partie formelle, qui va se finir vers 8h30, 9h15, ben, les candidats qui le veulent vont être disponibles pour échanger informellement avec les citoyens. S'il y a des parties qui ont amené de la documentation se retrouve au fond de la salle, là-bas, sur la petite table carrée, avec aussi de la documentation de peut-être certains organismes. Est-ce que c'est assez clair? L'ordre de place est relativement simple. On y va toujours en ordre alphabétique, en se disant, comme ça, on peut préparer les cartons à l'avance et les mettre sur les tables. Donc, c'est uniquement un hasard qui fait que vous vous retrouvez à cette chaise-là. Et pour les 2 premiers blocs, on va faire une pige au hasard, à savoir qui commence et qui termine. Donc là, il y a des petits papiers ici. Ah, M. Magali. Magali va être une personne importante dans la soirée. Magali est agente de développement à la CDC de Rosemont. C'est une collègue très, très appréciée. Et c'est Magali qui va détenir le micro sans fil qui va permettre aux gens de la salle de poser des questions. Donc, messieurs, M. Valade, M. Trudel, lisez 2. OK. M. Dubois, 3. Donc, ça va être M. Valade, M. Lisée, M. Dubois et M. Trudel pour le premier bloc. Et le deuxième bloc, on va inverser l'ordre. Donc, je vais partir le chrono. Ce sera pas long, la petite fonction horloge. Chronomètre. Donc, M. Valade, vous avez 2 minutes pour vous présenter. Parfait. Merci à tout le monde de venir nous accueillir comme ça. Je pense que tout le monde dans la salle a une télévision à la maison. Fait que je ne parlerai pas trop de la plateforme du Parti libéral pour débuter, mais j'aimerais plus vous parler de moi, vu que je suis un véritable inconnu dans le quartier. Je suis un homme d'affaires qui a fait 15 ans de carrière dans le domaine de transport et logistique. Je fais du développement d'affaires. J'ai quitté mon poste récemment pour me lancer en politique, pour venir au service de mes citoyens, de mes voisins. C'était une décision familiale que j'ai prise. Avec ma femme, en vertu de la panne économique qu'on a subie dernièrement. En plus, avec les histoires de divises, puis toute l'histoire de référendum, on va-t-il en avoir un, on va-t-il en avoir, il n'y en aura pas. C'est là que j'ai décidé de me lancer en politique pour venir aider aux gens de la population. Pour ce qui est de je sais que je suis vu ici comme libéral, mais je vais vous parler un peu de mon parcours dans la vie. J'ai grandi dans un quartier défavorisé, si vous voulez, dans une famille monoparentale. Et il y a certains enjeux ici à Rosemont que je tiens très à cœur et c'est pour ça que j'ai choisi de m'engager dans la communauté de Rosemont. Merci. Merci, M. Valade. Vous rentrez dans votre temps sans problème. Monsieur Lisée, maintenant. Oui, merci. Merci de l'invitation. Puis bravo pour la participation citoyenne que vous générez constamment. Je pense que cette soirée et l'action que vous entreprenez témoignent de la très grande vitalité citoyenne de Rosemont. Moi, je suis, on ne m'entend pas derrière, moi je suis depuis 18 mois député de Rosemont. Je connaissais le comté un petit peu avant, je suis venu à plusieurs reprises, mais ce que j'ai appris en 18 mois m'a vraiment ravi. L'ensemble des organisations communautaires qui ont des petits dossiers à régler, des gros dossiers à régler, le fait que le député puisse intervenir, puis comme il est ministre, des fois ses appels reviennent plus vite que s'il n'était pas ministre, on met ça à votre service. C'est arrivé assez souvent sur un certain nombre de dossiers. Ce que j'aime beaucoup de Rosemont, c'est qu'il y a une volonté générale d'améliorer la qualité de vie. Ça, on part de là. Il y a une volonté générale de le faire. Il y a un pragmatisme, un sens de trouver la solution collectivement, de l'appliquer, de s'entraider, qui est remarquable. Ce qui fait que moi, tout ce que je fais comme député, c'est
m'insérer dans ce processus-là pour voir comment je peux aider à faire avancer les choses. Alphonse Desjardins, comme vous savez, dans l'est de la ville, les groupes communautaires veulent acquérir l'école. Alors, c'est un dossier qui a progressé. Moi, j'ai pu, à un moment donné, je dis, bon, quand est-ce que je peux intervenir? Appeler la présidente de la commission scolaire, appeler le bureau du maire, parce que c'est rendu sur le bureau du maire, faire progresser le dossier, c'est ce que je peux faire. Il y a des choses très importantes aussi que j'ai fait comme ministre de la métropole, mais qui va avoir des impacts ici. Évidemment, la question du logement. Pour moi, la rétention des familles à Montréal, c'est une priorité absolue. On a fait écrire un rapport avec tous les intervenants là-dessus, puis on va faire la mise en œuvre de ces recommandations. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Les voies réservées. On a fait en sorte de débloquer des sous pour doubler le nombre de voies réservées sur l'île de Montréal d'ici 3 ans. Ça veut dire ici, dans Rosemont, Viau, Lacordaire, évidemment le SRB P9, et sur Beaubien et sur Saint-Michel, où il y a déjà des voies réservées, on veut des projets pilotes d'électrification des transports. Ça fait partie des choses qu'on veut faire pour améliorer la qualité de vie. J'ai eu 18 mois avec vous. Je trouve que ce n'est pas assez. J'espère que vous partagez ce sentiment. J'aimerais ça avoir un bon 4 ans pour continuer à son travail ensemble. Merci, M. Lisée. M. Dubois. Merci au CDC d'organiser cette soirée-ci. Merci aussi aux citoyens qui se sont déplacés. C'est le fun de voir vraiment là, que la politique intéresse encore beaucoup de gens. Ça fait plaisir. Premièrement, je me présente. Moi, je suis un peu moins connu que M. Lisée. Mon nom, c'est Carl Dubois. J'ai terminé mes études en 2008 en sciences politiques et relations industrielles à l'Université de Montréal. Ça fait maintenant, je suis entrepreneur dans le domaine de l'industrie touristique. Donc, ma compagnie et moi, on organise des festivals et des spectacles. J'ai vécu dans Rosemont depuis plus de 10 ans, de 2001 à 2011. J'ai déménagé temporairement, mais j'ai bien l'intention de revenir m'installer dans Rosemont parce que c'est vraiment un quartier que j'ai à cœur et qui m'intéresse particulièrement. J'ai décidé de me lancer en politique avec la Coalition Avenir Québec, vraiment pour faire un ménage au sein du gouvernement et de la fonction publique. Je considère qu'il est maintenant rendu temps d'avoir un gouvernement qui a un certain courage, puis qui ne se laissera pas mener par les différents groupes de pression au détriment des contribuables. Plus particulièrement dans Rosemont, il y a 3 dossiers qui me tiennent à cœur. C'est vraiment là, la lutte au décrochage scolaire, la question des logements sociaux aussi, qui est très important, et réduire le fardeau là, des jeunes familles. Ça ici, ça passe vraiment là, par l'abolition des taxes scolaires, taxes santé, ainsi qu'en gelant là, vraiment la hausse des tarifs là, seulement au niveau de l'inflation. Donc moi, c'est vraiment les 3 dossiers qui me tiennent à cœur. Puis je me dis, pour contrer le phénomène là, des prix des loyers qui augmentent de plus en plus dans Rosemont, le meilleur moyen, on ne peut pas faire baisser le prix des logements. Donc c'est vraiment la création de logements sociaux, puis donner plus de manœuvres financières aux familles d'ici. Merci. Merci, M. Dubois. Et en conclusion, M. Trudel. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie de l'invitation. Évidemment, c'est absolument extraordinaire de voir le nombre de personnes qui sont ici ce soir. Et ça me rassure un petit peu parce que quand on se promène sur la rue, souvent, on parle avec les gens, puis il y a un certain désabusement au niveau de la politique. Alors, je vois que ce n'est pas tout à fait le cas et ça me rassure. Moi, je suis né à Rosemont. Je suis devenu professeur de physique au Collège Huntsic. Mais j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans le monde syndical. J'ai été à l'exécutif de la Fédération nationale des étudiantes et des étudiants, des enseignantes et des enseignants du Québec. Pendant une dizaine d'années, j'ai été président pendant 3 ans. Et quand ça a été fini, j'ai été recruté par François Saillant, que vous connaissez sans doute, qui était très connu dans le quartier, qui a été candidat pour Québec solidaire et qui avait organisé avec le FRAPRU une commission itinérante sur le logement. Alors, j'ai participé à cette commission-là, j'ai fait plusieurs audiences, j'ai participé à la rédaction du rapport final. Et après ça, François m'a demandé si j'accepterais de me présenter pour Québec solidaire dans Rosemont. J'ai accepté tout de suite, j'étais membre du parti depuis à peu près la fondation. Et pour moi, c'est une façon très naturelle de continuer l'engagement social. Le programme de Québec solidaire est assez simple, vous en connaissez sans doute les grandes lignes. Quand on regarde l'état actuel du monde et des sociétés qu'on appelle avancées, il y a 2 problèmes qui sautent immédiatement aux yeux, c'est l'environnement et les inégalités sociales. Ce ne sont pas de petits problèmes. En matière d'environnement, on a déjà dépassé le point de non-retour. Il n'est plus question
d'essayer d'enrayer le réchauffement climatique. On est rendu à essayer de le juguler, de le contenir un peu. Et en matière d'inégalité sociale, mais je pense que dans Rosemont, il n'y a pas besoin de faire un long discours là-dessus. Les inégalités sociales augmentent de façon régulière depuis plusieurs années. Et pour nous, à Québec solidaire, pour ces deux problèmes-là en particulier, le temps des plasters est fini. On ne peut pas régler ces problèmes-là, on ne peut pas améliorer la situation de façon significative si on y va à des petites mesures à gauche et à droite. Il faut faire beaucoup plus. Et ça demande en particulier une approche des finances publiques qui est complètement différente de celle qu'on connaît de la part des partis qui se sont succédés à Québec au cours des 10, 12, 20 dernières années. Alors, on aura sûrement l'occasion d'en reparler ce soir. Je vais y revenir un peu plus tard. Merci, M. Tournel. Deuxième partie. La question de la CDC. Est relativement simple et on ne fera pas un long préambule, pas du tout même. On vous a posé une question en deux volets. La première, c'est selon vous, c'est quoi l'enjeu principal spécifique à Rosemont? On ne veut pas entendre des enjeux pan-québécois. On veut la spécificité rosemontoise. On revient donc au niveau très local du quartier. Donc, selon vous, c'est quoi l'enjeu principal spécifique à Rosemont? Et deuxième volet, c'est concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour Rosemont? C'est pas juste l'enjeu principal, là. Donc, le deuxième volet, c'est avez-vous des engagements concrets pour Rosemont? On va donc aller dans le sens inverse. Donc, M. Trudel, on vous donne 3 minutes. Je vais essayer de m'en tenir à ça. Écoutez, d'abord, avant de parler des problèmes là, et de la spécificité des problèmes, je voudrais moi aussi souligner, comme M. Lisée l'a fait, là-dessus on est d'accord, il y a un dynamisme citoyen absolument extraordinaire dans Rosemont que j'ai eu l'occasion de découvrir, et ça pour moi c'est extrêmement important, il faut tabler là-dessus. Les problèmes qui m'ont été signalés là, au fur et à mesure des conversations, il y en a plusieurs. On parle du désert alimentaire qui existe un peu dans l'est de la circonscription. En particulier, on parle de poches de pauvreté. Mais le problème le plus important, je pense, pour les gens, en tout cas d'après ce que je peux en juger maintenant, c'est effectivement le problème du logement. Il y a à Rosemont 2000 personnes actuellement qui sont en attente d'un logement à loyer abordable, d'un logement qui puisse leur convenir. 2000 personnes, ça veut dire que ces 2000 personnes-là ne sont pas actuellement logées convenablement. Et sur une circonscription de 50 000 personnes, ben moi je trouve que ça fait beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on veut faire là-dessus très concrètement? Ben nous, je viens de le dire, on pense que ce n'est pas des petites mesures qu'il faut, on pense que ça prend des mesures audacieuses. Alors, on a choisi de planifier la construction de 50 000 logements sociaux au Québec. Bon, c'est un petit peu en deçà des besoins. Mais on a quand même choisi d'y aller avec 50 000 logements sociaux, dont la moitié serait construite sur le territoire de l'île de Montréal. Il y a des pays qui font beaucoup mieux que nous dans ce domaine-là et on pense qu'on a les ressources nécessaires pour construire ça parce que les gens en ont besoin. On veut aussi, dans le même ordre d'idées, réformer un peu la manière de fonctionner à la régie des loyers. Il y a un problème immense à la régie des loyers qui n'a pas d'allure. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur logement, qui s'adressent à la régie des loyers pour des baux qui en général sont d'1 an. Et là, ben, ils sont entendus 2 ans après. Ça n'a absolument aucun sens. Il faut vraiment mettre de l'ordre de l'argent et ça ne coûte pas nécessairement très cher. Comme d'ailleurs, ça ne coûte pas très cher non plus d'instituer un registre national des baux qui puisse être consulté par tout le monde quand il y a des problèmes. Ceci étant dit, ça c'est le problème du logement. Maintenant, pour Rosemont, il me semble assez évident qu'il y a beaucoup de mesures qu'on préconise qui vont toucher assez directement les citoyens et les citoyennes de Rosemont. J'ai parlé des inégalités sociales. Je pense que dans notre circonscription, on en vit beaucoup, c'est vécu par beaucoup de monde. Et il y a des mesures, nous, qu'on veut universelles. J'en cite 2 ou 3 seulement. La hausse du salaire minimum, une hausse significative du salaire minimum, pas de quelques cents. Actuellement, c'est autour de 10,35 $ de mémoire. Ça veut dire quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine à 10 $ par semaine, il fait 400 $ par semaine. Je pense qu'on ne va pas très loin avec ça. Alors ça, c'est une des mesures qu'on préconise. On préconise un meilleur accès au système de santé, des CLSC ouverts 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ça aussi, ça nous a été demandé par beaucoup de gens, ça nous a été signalé par beaucoup de gens. On veut mettre en place un système un régime de retraite universel qui s'appliquerait notamment à toutes ces femmes là, qui travaillent, on appelle ça le travail invisible, qui élèvent des enfants, qui s'occupent des soins domestiques, etc. J'ai presque fini. Et finalement, je cite bien sûr une mesure qu'on a à cœur, je parlais de l'environnement. On pense que d'ici 10 ans, la société québécoise a les reins assez solides pour rendre le transport en commun gratuit
pour encourager les gens à le prendre, polluer beaucoup moins, bien sûr, et aider tous les gens qui en ont besoin là, sur une base quotidienne. Merci, M. Trudel. Autour de M. Dubois. Ben, le principal enjeu là, dans Rosemont, c'est vraiment la question des logements sociaux, l'accessibilité à des logements abordables, ce qui entraîne vraiment présentement une exode des jeunes familles à l'extérieur de Rosemont. Concrètement, là, comme que je disais tantôt, je considère qu'il est impossible de réduire le coût des logements. Donc, ce que ça nous prend, c'est vraiment là, redonner un moyen aux familles de pouvoir, là, à la fin de l'année, arriver mieux financièrement. Donc, ça passe vraiment par l'abolition des taxes santé, l'abolition de la taxe scolaire, ce qui apporterait au moins en moyenne 1 000 $ de plus là, dans les poches des familles à la fin de l'année. Il faut aussi là, empêcher des hausses des tarifs comme celle de Hydro-Québec, 4,3 %. Selon moi, c'est inacceptable. C'est pour ça que nous autres, on propose vraiment une charte des contribuables. Donc, ça va être vraiment là, les hausses de tarifs et de taxes vont être vraiment là, pas plus haut que le taux d'inflation. La même chose aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants dans Rosemont. Ils ont de la misère à arriver. Écoutez, le Parti québécois ont augmenté les frais de scolarité au taux d'inflation. Par contre, ce qu'ils nous ont pas dit, c'est qu'ils ont ils ont réduit le crédit d'impôt de 20 % à 8 %, ce qui fait en moyenne que maintenant les étudiants se sont ramassés avec une hausse de 18 % des frais de scolarité. Ça, c'est inacceptable. Puis c'est justement, avec une hausse de 18 % de scolarité, beaucoup d'étudiants ne sont pas capables de se payer maintenant le prix de leur loyer. Concernant le logement social, encore là, faut créer de nouveaux logements sociaux. Beaucoup de terrains contaminés à Rosemont, petite patrie. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment la décontamination des terrains. Puis une fois les terrains décontaminés, ben, ça peut offrir de bel espace pour justement se lancer dans la construction de projets résidentiels, de logements sociaux, de logements abordables. Aussi de... si je regarde. Donc, il y a aussi une grande problématique dans Rosemont avec les aînés. L'accessibilité aux soins de santé à domicile. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir l'opportunité à vraiment tous les aînés d'accéder à des soins de santé dans des délais raisonnables. Plus particulièrement aussi, concernant l'accessibilité aux soins de santé, je prends l'exemple de l'hôpital Rosemont. Surtout pour les gens aînés. On a un rendez-vous chez le médecin à l'hôpital, il faut aller voir notre famille qui est à l'hôpital à cause de peu importe la situation. Écoutez, même le stationnement est payant. Ça nous coûte un 15 à 20 $ là, par jour pour aller visiter la famille ou aller à un rendez-vous à la clinique. Je trouve ça inacceptable. En plus que les municipales ont mis des interdictions de stationnement dans les rues avoisinantes. Donc, selon moi, je pense que ça pourrait être vraiment un bon enjeu dans Rosemont, essayer de forcer la note un peu pour que le stationnement au moins soit gratuit là, dans les centres hospitaliers. Comme ça, au moins, là, surtout les aînés qui ont un peu plus de difficulté à se déplacer en transport en commun, ben, au moins qu'ils puissent se déplacer en voiture et avoir au moins un stationnement gratuit, là, que ça ne coûte pas un 15 $ à chaque fois qu'ils veulent aller visiter un membre de la famille. Merci, M. Dubois. M. Lisée. Merci beaucoup. Alors, la question, je me rapproche de vous, mais pas idéologiquement. D'abord, comme vous avez soulevé la question du crédit d'impôt, je vais en parler tout de suite. Alors, c'est un communiqué de la Fédération étudiante universitaire du Québec qui explique que c'est à la demande des étudiants que le crédit d'impôt a été modifié. Et cette mesure d'augmentation, de la bonification de l'aide financière devait être financée par l'abolition du crédit d'impôt pour frais de scolarité, considérée par la FEUC et plusieurs économistes comme une mesure qui n'aide pas à l'accessibilité. Alors, ce n'est pas en catimini, c'est la négociation qui a eu lieu à la demande de la FEUC. Et c'est ce qu'on a fait pour augmenter considérablement le nombre d'étudiants qui ont des bourses et le nombre d'étudiants qui n'avaient ni pris les bourses et qui maintenant en ont. Alors revenons sur Rosemont. Évidemment, moi aussi je crois que la principale difficulté, c'est retenir les familles à Rosemont et dans les autres quartiers centraux. On sait qu'une famille sur deux qui quitte pour la banlieue, leur premier choix c'était de rester. Leur premier choix c'était de rester. Ils sont enracinés ici, ils veulent grandir ici. Alors, devant ce qui a été dit, je suis d'accord avec, et comme ministre de la Métropole, la première chose que j'ai faite, c'est de créer un comité pour étudier la situation et nous proposer des solutions avec tous ceux qui sont impliqués dans le réseau, et elle a été dirigée par Edith Cyr, que tout le monde connaît bien, bâtir son quartier ici dans Rosemont, et tout le monde a dit, bon, c'est un excellent rapport, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors donc, on a sorti un certain nombre de ces mesures-là. Pourquoi ça coûte plus cher? Il faut baisser les prix, d'abord, et aussi faire en sorte que la troisième chambre, la quatrième chambre soit disponible. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Il n'y a pas une seule mesure, il y en a plusieurs. Les terrains contaminés qui sont dans des zones constructibles habitables,
nous allons investir davantage au cours des 5 prochaines années pour les décontaminer. Il y a des terrains qui sont disponibles, qui appartiennent au ministère des Transports ou à la Ville, au ministère de l'Éducation. On va créer une banque de terrains qu'on va mettre à disposition, soit des coopératives, soit des entreprises, pour spécifiquement faire des logements pour les familles. Donc, un certain nombre de mesures comme celle-là. Également, en ce moment, on voit à Rosemont, comme ailleurs, de la spéculation sur le marché locatif. Les promoteurs achètent une maison à logement, segmentent, rénovent et revendent. Et là, d'ailleurs, je salue l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie pour avoir modifié sa réglementation pour rendre ça très difficile. Mais on veut s'inspirer de ça pour la totalité du Québec. Pour la famille. Pour ce qui est un autre dossier très, très important, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Alors, quand je suis arrivé, il y avait la dialyse là, qui était dans des conditions de vétusté inacceptables. Donc, une grande décision en 18 mois qu'on a prise et annoncée et budgétée, c'est la construction d'un nouveau pavillon de dialyse au standard du 21e siècle. Et ça, c'est en voie de réalisation. Ça, c'est très bien. Maintenant, le projet de Maisonneuve-Rosemont qui dessert 1,5 million de personnes dans tout l'Est de Montréal, c'est un projet qui doit se réaliser et nous avons été très mécontents de la façon dont l'Agence de la santé, dont nous avons hérité des libéraux, a traité ce dossier-là comme s'il n'était pas important. Alors, Régent Hébert a modifié la direction, modifié les personnes qui sont là et on est reparti sur de nouvelles bases, sur HMR. Et moi, une de mes priorités, si je suis réélu, ça va être de faire en sorte que le projet soit approuvé, budgété et qu'on commence à faire la réalisation du nouveau HMR. C'est bon? Bon, merci, M. Désir. M. Valentin. Merci. Les enjeux principaux que j'ai trouvés en faisant de la recherche, puis en parlant aux citoyens, là, en faisant du terrain, c'est vraiment l'histoire de logement social. C'était un des gros enjeux. Au Parti libéral, durant les 10 dernières années, on a investi plus de 1,5 milliard de dollars pour la construction de 35 000 logements. Ça donne à être une moyenne à peu près de 3 500 logements par année qu'on va continuer à s'engager à investir dans le logement social. Pour ce qui est de la lutte à la pauvreté puis le taux de chômage, il y a vraiment un haut taux de chômage ici dans le quartier à Rosemont. Puis c'est d'aider les gens à retrouver de l'emploi, à retourner à l'emploi pour être capable de retrouver un estime en soi, retrouver les moyens de faire de l'argent encore, aider leur famille, contribuer. C'est vraiment aussi aider les organismes communautaires, comme ici à la CDC, les organismes qui ont besoin, je pense, de plus de financement, plus une voix, qui font du bon travail dans la communauté pour aider la communauté. Durant mon parcours, j'ai été aidé par des communautés, par des organismes comme ça, similaires, puis ils font vraiment un impact dans la communauté. Pour ce qui est de la santé, avec le programme de les super cliniques, c'est d'enlever le fardeau un peu de les hôpitaux, justement l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, de les CLSC qui sont pleins, qui n'ont plus de capacité. Fait que le programme de santé, c'est pour améliorer l'accessibilité à nos familles, à nos aidés, à avoir un accès 24 heures, 7 jours semaine, pour ce qui est de la santé. D'autres éléments ajoutés, M. Ballard? Merci. Donc, c'est la fin du deuxième bloc. Merci, messieurs. On passe maintenant à l'interaction avec la salle. Le moment le plus apprécié de la soirée. Oui, M. Noël. Bonjour, M. Noël. Ça va bien? Oui. Donc, je répète les façons de faire pour ce soir. On ne vous demandera pas qui veut poser des questions, levez la main. En fait, si vous voulez poser une question, vous remplissez le petit carton, votre nom et le sujet. M. Noël, je m'en doutais.
Donc, tout au long du déroulement de la soirée, si vous avez une question à ajouter avec votre nom, vous abordez Julie ou Magali et vous allez compléter ce carton-là. Au hasard, voyez-vous, il y en a déjà, là, je vous dirais, facilement 25. Les questions sont plus populaires que jamais. Il y a peut-être certains thèmes qui reviennent souvent, il y a peut-être certaines personnes qui en ont mis plusieurs. Donc, je répète les consignes. Une personne, une question. Ensuite, on se donne du temps de donner l'occasion à d'autres personnes de poser des questions. Si le même thème se répète trop souvent, au-delà de 3 fois, on passe à un thème suivant. Question d'assurer une diversité de sujets abordés. Je vais piger un nom. La personne a 1 minute pour poser sa question. C'est pas beaucoup, 1 minute. Pourquoi? Par respect pour les autres personnes qui ont le goût de poser des questions, je vais vous presser dans le temps pour que votre préambule ne dure pas 10 minutes. Donc, 1 minute incluant le préambule. Vous posez votre question à un candidat ou à tous les candidats. Les candidats, vous avez une question de quelqu'un de la salle, vous avez 1 minute pour répondre. Il n'y a pas de droit de réplique. C'est pas un débat entre vous, mais c'est un échange avec les citoyens. Et si jamais, par hasard, les gens de la salle posent leurs questions à toujours un seul candidat, je vais user de mon droit de modérateur pour assurer une répartition équitable aux différents candidats pour qu'ils puissent exprimer leur point de vue sur différents sujets. Est-ce que c'est assez clair? C'est parti! Jean-Charles. Crédit d'impôt solidarité. Et versus Hydro-Québec. On va attendre le micro. Toujours là? Un problème? Parce que quand même, il y a du monde, il y a 2 mondes jusqu'à là-bas, donc ça vaut la peine pour les questions. Je vais me promener avec le micro. Tu veux-tu le tester? Oui, correct. Ah! C'est bon. Peut-être vous levez, peut-être. Hein? Vous levez pour que les gens vous voient poser votre question. Moi, le sujet, c'est le crédit d'impôt solidarité versus Hydro-Québec. Pourquoi j'arrive à dire ça? C'est parce que le Parti libéral, quand ils ont annoncé qu'il y avait bien des hausses dans Hydro-Québec, etc., ils ont créé avec M. Bachand là, le crédit d'impôt solidarité. Okay? Moi, j'étais convaincu que dans le crédit d'impôt solidarité, il y a le crédit TVQ et logement, crédit logement. Mais moi, j'étais convaincu qu'il y avait un crédit quelque part qui pouvait compenser les hausses d'Hydro-Québec. Moi, j'étais convaincu de ça. Moi, je demande aux gens ici si on a l'intention de créer un 3e crédit après TVQ logement. On peut en rajouter des crédits. Un crédit pour besoins essentiels, par exemple. Tu sais, d'arriver à cibler des clientèles qui sont plus touchées par les hausses d'Hydro-Québec directement, comme moi, je tape sur la solidarité sociale. Là. On a eu une hausse de 0,97. Hein, c'est pas 1% pendant tout roule à 4 et 5. Fait que moi, ce que je veux poser une question, comment on va faire là, pour compenser toutes les hausses-là, même si on n'a pas ce 3e volet de crédit que je pourrais appeler qu'il n'y a pas de besoin essentiel pour compenser pour ces hausses-là d'Hydro-Québec. Merci Jean-Charles. À vous de commencer, c'est à vous, M. Dubois. Écoute, en ayant travaillé à Revenu Québec pendant plusieurs mois, je connais bien le crédit d'impôt solidarité. Écoutez, nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est sûr qu'on ne propose pas d'établir un nouveau crédit. Par contre, c'est vraiment, on pense qu'en abolissant plusieurs taxes, ça peut aider. Donc, l'abolition de la taxe santé, déjà là, c'est un 200 $. L'abolition de la taxe scolaire. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on propose, c'est vraiment la charte des contribuables. Donc, de vraiment limiter là, tous les frais et les tarifs à une augmentation au taux d'inflation et pas plus. Donc, je peux vraiment dire, là, que la dernière hausse d'hydroélectricité, ça fait vraiment mal, 4,3 %. Donc, on s'entend vraiment qu'il ne faut pas que les prochaines hausses là, augmentent vraiment le taux d'inflation. Les contribuables sont plus capables d'arriver. Les jeunes familles ont de la misère. C'est rendu qu'on se pose la question si on va avoir un 3e enfant parce qu'on n'a pas les moyens. Je pense qu'on est rendu à un problème qui est majeur. Monsieur. Bon, je suis content de la nouvelle position de la CAQ parce que quand on est arrivé, les libéraux avaient proposé une augmentation de 20 % des tarifs d'électricité. 20 % avec l'appui de la CAQ. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est l'augmentation du patrimonial. D'ailleurs, ça augmentait d'1 200 000 le tarif d'électricité pour la STM chaque année. Alors ça, on a aboli ça. On a aboli la hausse de 20 %. D'ailleurs, ils ont beaucoup crié quand on a fait ça. C'était irresponsable. Et là, la hausse de 4,3 cents, qui est trop élevée,
La moitié de cette hausse-là, c'est parce que les libéraux ont signé des contrats d'éoliennes avec des compagnies privées à 12 cents le kilowattheure, ce qui est incroyablement trop cher. Et nous, avec Martine Ouellette, on dit jamais plus on va signer ça à 12 cents, ça va être 9 maximum, on va essayer d'aller en bas. Alors essentiellement, là, cette hausse d'électricité, heureusement que les libéraux ne sont pas restés, parce qu'avec l'appui de la CAQ, ça aurait été bien pire. Alors nous, ce qu'on a fait aussi, bon, effectivement, le crédit solidarité qui avait été inventé par les libéraux au moment où ils ont inventé la taxe santé, qui s'appliquait à tout le monde de façon régressive, là, c'était vraiment, c'est eux qui l'ont faite, là. Alors nous, on a réussi à la réduire de moitié, c'est-à-dire la couper complètement pour les gens qui gagnent moins de 18 000. Puis là, je fais du porte-à-porte, et on le voit, la différence. En 18 et 45 000, on l'a coupé de moitié. Puis moi, je suis ministre, puis je fais partie des gens qui payent le double parce que j'ai un revenu élevé. Puis aussi, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation de 82 % sur les droits de scolarité. Alors ça, c'est ce qu'on a réussi à faire en 18 mois. C'est déjà pas mal. On va continuer. Merci. M. Trudel, M. Valade. M. Trudel. Très rapidement. Nous, la hausse des tarifs de l'hydro, on veut simplement l'annuler. C'est la façon la plus simple de régler ce problème-là en partie. Évidemment, ça ne règle pas du tout tous les problèmes de pauvreté, si on va s'entendre là-dessus, c'est beaucoup plus complexe. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans le fait qu'au Québec, on ait à peu près les meilleures réserves hydroélectriques du monde, puis qu'on ne soit pas capable de poursuivre sur la lancée où l'électricité, ici, c'était pas cher. Ça fait partie de notre qualité de vie. Et là, on a, je ne sais pas si vous savez, mais on a modifié évidemment la structure d'Hydro-Québec parce que les Américains nous le demandaient. Et là, on se retrouve avec des situations un peu spéciales. Il y a 4 milliards à peu près qui ont été investis dans le projet de la Romaine, alors qu'on nage dans les surplus et puis qu'il faut continuer à payer ça. Et pour ce qui est de la STM, c'est assez aussi paradoxal parce que la STM actuellement paie encore le plein tarif. Elle a évité une hausse, mais elle paie encore le plein tarif d'électricité, ce qui est un peu contradictoire avec la volonté d'aider le monde à avoir des transports en commun abordables. Alors, ça résume à peu près ce qu'on veut faire, nous, à Québec solidaire, avec cette hausse-là. Merci. M. Valade. Merci. Quand il y a des hausses à des tarifs comme ça, puis il y a des crédits d'impôt, c'est souvent pour aller chercher le manque à gagner qu'il y a. Pour continuer à investir dans les infrastructures et les besoins de la population, il faut aller chercher ces revenus-là à quelque part. Présentement, il y a un déficit de pas loin de 3 milliards de dollars dans le budget qu'il faut aller chercher pour récupérer, pour être capable d'offrir les services essentiels à la population. Et c'est pour ça que il y a eu des augmentations. Merci, M. Valade. Moi, j'ai parlé, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait pour hausser le revenu des gens. Peu importe ça, on a répondu. Vous avez le choix de répondre directement aux questions qui sont posées, messieurs. Prochaine question. Madame Nadia Mainville. La position concernant les frais de scolarité. Madame Mainville. Madame Mainville? Je pense que les candidats ont déjà en partie répondu, en tout cas la CAQ et M. Jean-François Lisée. Donc je voudrais entendre l'avis de M. Trudel et de M. Valade. Concernant les frais de scolarité. La position dans l'avenir sur les frais de scolarité. C'est ça. Il y a des grands projets au Québec, comme celui des garderies, par exemple, qui, il y a, je ne sais pas, moi, 25 ans, aurait paru tout à fait farfelu. Nous, on est pour la gratuité scolaire. Du préscolaire à l'université, on pense qu'on peut se le payer. La question, c'est même pas de savoir si on peut se le payer ou non, parce que la question des droits de scolarité, c'est toujours un peu la même. À quel moment les gens paient les droits de scolarité? Et nous, on pense que la meilleure façon de payer d'investir dans nos universités, tout en s'assurant qu'il n'y a aucune barrière pour empêcher les gens d'étudier, c'est de faire en sorte que ce soit par le régime fiscal, c'est-à-dire par les pourcentages d'impôts, qu'on puisse faire ça. Je donne toujours le même exemple, mais il est assez parlant. Si on haussait de 1/10 de point le taux d'imposition des médecins, par exemple, ils auraient au cours de leur carrière amplement le temps de payer les coûts de formation qu'ils auraient reçus à l'université gratuitement. On a un drôle de système d'éducation au Québec, vous le savez, on a des gros problèmes au primaire secondaire. On est en dessous de la moyenne canadienne, c'est peut-être là qu'il faut faire des choses particulières.
Et ensuite, on rattrape et on dépasse la moyenne canadienne en termes de participation à l'enseignement supérieur. Et ça, c'est dû en grande partie au fait que les cégeps sont gratuits. Il faut faire la même chose à l'université, c'est ce qu'on préconise, et dans notre cadre financier, bien, il y a quoi pour réaliser ça. Merci, M. Trudel. M. Valade? Par rapport aux frais de scolarité, le point de vue du Parti libéral, c'est qu'on n'a pas le choix, avec l'indexation pour les frais de scolarité, si on veut continuer à rester très compétitif et on veut rester courant avec le marché. Le marché du travail évolue constamment. Il faut constamment investir de plus en plus dans les écoles pour suivre le marché du travail, puis être capable d'être compétitif, puis offrir un système d'éducation qui va fournir aux gens, aux étudiants, quand ils vont sortir de l'école, des emplois, une formation qui va voyons. C'est ça, qui est approprié. Merci. Merci, M. Valade. Je ne donne pas de droit de réplique à M. Lisée ou à M. Dubois, parce que la citoyenne a posé sa question directement à deux candidats. Une autre question. Oh là là. Claude Vaillancourt. Une question sur l'accord commercial Canada-Union européenne. Oui, alors ça, c'est un accord qui risque d'être adopté pendant le prochain mandat, donc qui risque de concerner pas mal de gens ici. Alors cet accord-là va faire que le coût des médicaments va être haussé. C'est un accord aussi qui va rendre quasiment impossible de servir des marchés publics pour favoriser le développement local. C'est un accord aussi qui va permettre à de grandes entreprises de poursuivre les gouvernements par des tribunaux spéciaux conçus spécialement pour elles. C'est un accord aussi qui va empêcher les gens de Rosemont de goûter le délicieux fromage artisanal québécois. Le Québec, actuellement, est en situation de déficit commercial avec l'Europe. Et l'histoire nous apprend que lorsqu'on conclut des accords de libre-échange, eh bien, ces déficits commerciaux sont accentués. Alors, la question est la suivante. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous soyez fédéraliste ou souverainiste, que cet accord-là affecte grandement la souveraineté du Québec? Merci, M. Vaillancourt. Qui veut se lancer? Allez-y, M. Trudel. OK, d'abord, juste spécifier, là, je ne suis absolument pas un spécialiste de ces accords de libre-échange, mais il y a deux choses qui m'apparaissent importantes. D'abord, c'est un peu odieux, cette possibilité que pourraient avoir des grandes compagnies qui font de l'argent un peu partout dans le monde de poursuivre les gouvernements. Parce qu'effectivement, ça empêche des pays, puis nous, on n'est pas encore un pays, en tout cas pour l'instant, ça empêche certains pays de fixer eux-mêmes leurs normes environnementales, par exemple, les normes environnementales qu'il faut respecter. Parce que quand on signe ces traités-là, ben, on est sujet à se faire poursuivre justement en cours. Mais au-delà de tout ça, il y a un aspect, moi, de ces accords de libre-échange qui me dérange profondément. C'est l'espèce d'opacité avec laquelle ces accords-là sont discutés sans jamais qu'on demande leur avis à la population. Il y a là un déficit démocratique absolument épouvantable. Et dans le programme de Québec solidaire qui préconise, comme vous le savez, la souveraineté, on veut revoir justement ces accords-là pour faire en sorte qu'on favorise d'autres types d'échanges avec des partenaires commerciaux. Évidemment, on ne va pas s'isoler du reste du monde, c'est pas ça l'idée, là, mais c'est qu'on veut que la population soit dans le coup puis que ces accords-là ne nous nuisent pas au titre que je viens d'évoquer. Merci. Monsieur Lisée. Oui, merci. La question est importante. Je suis content que vous l'ayez posée. Et comme le dit Jean, on n'est pas un pays. Si on était un pays, on l'aurait négocié différemment. On est arrivé dans la négociation, c'était déjà avancé avec les 10 provinces et 28 pays d'Europe. Alors nous, on est arrivé et on a dit, bon, est-ce que c'est bon pour le Québec, 500 millions de consommateurs européens qui consomment des produits québécois sur lesquels il y a des tarifs qui vont de 6 à 17 %. Et si on arrive à enlever ces tarifs-là, ça va donner plus d'exportation, donc plus d'emplois. À chaque fois qu'on exporte pour 140 000 $ d'un produit, c'est un emploi qui est créé au Québec. C'est très, très important. Et nous, on peut différer d'opinion. Nous, on pense que si on arrive à entrer dans le marché européen avec un avantage compétitif de 17 % sur les produits européens ou chinois, ça va créer beaucoup d'emplois au Québec dans toutes les régions. Cela dit, pas à n'importe quel prix. Alors, la première chose qu'on a dite, c'est où est-ce qu'on en est sur la protection de la culture dans cet accord-là. On n'était pas là où on pensait qu'on devait être.
On a dit jamais on ne signera cet accord si la culture québécoise n'est pas complètement protégée. Et ça, on l'a obtenu. C'était pas facile, on l'a obtenu. Sur la question des médicaments, ça, c'est fédéral. Nous, au Québec, une des choses qu'on a faites en 18 mois, c'est de faire sauter la règle des 15 ans où les nouveaux produits sont protégés pendant 15 ans. On dit 15 ans, c'est trop long, ça coûte trop cher. Et là, les fédéraux, enfin les Européens, voulaient rétablir la règle des 15 ans. Puis on dit, ben non, on vient de l'enlever, on ne veut pas la rétablir. Alors, mais c'est nous, on est le gouvernement fédéral, c'est nous qui sommes souverains là-dessus. On a dit tous, si vous voulez faire ça, lorsque ça entrera en vigueur dans 15 ans, vous allez nous rembourser, les provinces, pour chaque dollar que ça coûterait de plus. On a eu cet engagement-là. Jamais on n'aurait négocié ça. Sur le fromage, vous avez raison. En conclusion, M. Lisée. On a dit aussi, jamais on va appliquer l'accord si vous ne faites pas des mesures de compensation pour les fromagers québécois. Et sur la question des poursuites, c'est plus du tout, Jean, ce qu'on avait au moment de l'ALENA. Nous, si on négociait nous-mêmes, il n'y en aurait pas de ces tribunaux-là, comme l'Australie. Encore là, on n'est pas souverain. On a fait en sorte qu'en aucun cas, ces poursuites-là puissent mettre en cause une loi, une réglementation nouvelle ou à venir du gouvernement québécois de quelque façon que ce soit. On a brisé l'opacité du système, les tiers peuvent participer. Merci, M. Lisée. Et il y aura un débat public à l'Assemblée nationale si nous sommes réélus, parce que c'est la volonté du Parti québécois. On entend le ministre des Relations internationales. M. Dubois ou M. Valade, vous voulez commenter? Écoutez, tout simplement dire que moi, je ne connais pas vraiment ce dossier-là, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Je ne connais pas non plus la position de mon parti sur ce dossier spécifique-là, donc je n'aime pas me prononcer. Parfait, merci. M. Valade? Ce qu'il y en est des ententes de libre-échange, des fois, ne sont pas négociées à 100% en notre faveur, mais je trouve qu'il y a des bénéfices positifs qui arrivent avec ces ententes-là, qui vont vous ouvrir des marchés outre-mer pour aider la croissance et l'exportation du développement économique au Canada. Par rapport aux médicaments, comme M. Lisée a mentionné, ça c'était quelque chose qui a été négocié au fédéral. D'ailleurs, le fait qu'au Canada, justement pour les médicaments, je pense qu'on paye les tarifs, pas mal les tarifs les plus hauts de toute l'Amérique du Nord par rapport aux médicaments, en plus les génériques, qu'on devrait avoir un meilleur accès, mais ça a été décidé au fédéral. Ça serait quelque chose à réviser avec eux, avec le gouvernement provincial. Merci. Merci, M. Valade. On va enchaîner avec une autre question. S'il y a des gens qui ont une question à rajouter dans le pot, n'hésitez pas. Julie ou Magali vont prendre les cartons. OK, une question ici. Denis Lefebvre, scène ouverte. Denis, j'arrive. Bonsoir à tous. En fait, c'est une question qui porte sur un enjeu local. Donc, j'ai un petit préambule, il y a plein de questions. Donc, en sachant que le projet Scène ouverte est un projet d'économie sociale qui regroupe 11 organismes artistiques de Rosemont, en sachant que Scène ouverte est un projet qui se développe et se définit en 2 volets, soit un centre de création et de production ouvert sur la communauté et une initiative de mise en commun et de partage de ressources humaines et matérielles, en sachant aussi qu'il s'agit d'une initiative novatrice au Québec qui mérite d'être soutenue et reconnue, qui s'inscrit parfaitement dans la démarche des quartiers culturels montréalais et qui contribue au rayonnement de Rosemont. Voici ma question. En tenant compte que les arts et la culture sont le 4e pilier du développement durable, qu'ils contribuent ainsi à l'essor économique et à la qualité de vie des citoyens, en considérant aussi que la culture a été identifiée et votée par la population rosemontoise comme une des 7 priorités de quartier lors du plus récent Forum social de Rosemont, en considérant également que le projet Scène ouverte constitue un legs important pour les artistes et citoyens de Rosemont, puisqu'il répond à un réel besoin en matière d'infrastructures culturelles pour l'arrondissement et la communauté. Quel engagement prenez-vous ce soir pour les Rosemontois et Rosemontoises quant à la réalisation du projet Scène ouverte? Êtes-vous prêts à tout faire pour que le projet Scène ouverte se réalise? Et pour cette réalisation,
êtes-vous disposé à soutenir concrètement la démarche des 11 compagnies membres en ce qui a trait à l'embauche et au financement d'une ressource, à la coordination du projet, et ce à très brève échéance, voire le 8 avril prochain? Monsieur Lefebvre, vous avez une question en 2 volets. Hein, c'est ça? Donc, je vais vous demander de répondre aux 2 volets. Monsieur Dubois, tiens. Oui, ben écoute, moi-même travaillant dans le domaine de l'industrie touristique, spectacle et festival, je considère que vraiment la scène ouverte, ça risque d'être un beau projet. C'est certain que j'aimerais vraiment m'asseoir avec les gens qui organisent ce projet-là et de voir avec eux vraiment les possibilités de les aider financièrement par les programmes qui existent. Écoutez, c'est assez difficile de créer présentement des projets culturels sans soutien du gouvernement. Donc c'est certain qu'il faut vraiment voir toutes les possibilités, puis vraiment travailler à temps plein là-dessus pour les projets culturels. C'est assez important. Puis je prends l'engagement ici de m'asseoir avec vous, m'asseoir avec les gens de scène ouverte et de voir vraiment toutes les possibilités qu'on pourrait faire pour la réalisation de ce projet. Merci. Monsieur Lisée. Oui, bien moi, Denis, je vais prendre l'engagement de continuer à faire ce que j'ai fait avec vous depuis à peu près 1 an, c'est-à-dire de vous rencontrer, de téléphoner à la culture, de faire pression sur le Conseil du Trésor, de téléphoner à la Ville de Montréal. Le problème, c'est que c'est un programme hors norme. Alors, il n'y a pas de programme qui existe pour ça, mais ce qui est intéressant dans la vie est souvent hors norme. Il faut l'appuyer, mais ça prend de la volonté politique pour le faire vivre. Alors oui, sur la ressource que vous voulez, je comprends que vous voulez que tout le monde s'engage, hein, peu importe qui sera élu, c'est très bien. Bravo, votre question. Oui, on cherche déjà ensemble comment, après le 8 avril, on pourra trouver un peu de sous pour vous permettre d'avoir cette ressource permanente. Je sais que vous avez une solution transitoire, mais moi, je vais continuer à travailler comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que ça se réalise, parce que c'est très bon, non seulement pour Rosemont, mais pour la métropole et la culture en général. Merci. Monsieur Trudel. Oui, bien posé comme ça, c'est difficile de dire non. Hein? J'espère que ça va donner des idées aux autres. Évidemment qu'on considère que cette question-là est absolument essentielle. J'ai pris connaissance du projet, moi, ces jours derniers. Je trouve ça assez intéressant. J'ai compris qu'il y avait des bénévoles qui travaillaient là-dessus depuis 10 ans. Ça prend du temps. Je ne sais pas qui était au pouvoir avant, mais en tout cas, c'est un peu long. Et il y a dans ce projet-là des choses qui m'ont vraiment touché. Là. Notamment, par exemple, le volet où on parle d'artistes avec des déficiences physiques. C'est vraiment quelque chose de tout à fait neuf. L'approche qu'on a, nous, et qu'on veut développer à Québec solidaire, c'est une approche de proximité culturelle. Et ça, c'est pas seulement pour la question de la culture, dont on n'a pas beaucoup parlé là, pendant la campagne, et on aurait pu en parler un peu plus, là. Mais c'est pas seulement pour la culture, c'est aussi pour toutes les questions de logement, pour tous les groupes communautaires. On pense que les personnes les mieux placées pour savoir ce que ça prend dans un quartier, c'est le monde qui travaille dedans depuis longtemps. Et donc, on veut travailler avec les groupes communautaires, avec les gens qui travaillent des projets, pour justement être là pour leur donner un coup de pouce, les aider, mais en respectant les idées qu'ils ont. Et c'est valable aussi pour tous les groupes communautaires qu'on oblige là, depuis quelque temps à se financer par le biais de projets très spécifiques qui doivent répondre aux critères de tous les ministères et tout là. Alors ça, c'est une dépense extrêmement importante d'énergie, de temps, etc. Et c'est pas une façon de respecter ce qu'on appelle la mission d'une organisation communautaire. Alors nous, on veut changer ça. On veut financer les groupes communautaires à la mission. Et évidemment, soutenir des projets comme celui-là, qui est assez fascinant. Là, enfin, moi, je vous avoue que ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu le projet en question. Merci. Alors, il n'y a pas de problème, le 8 avril, on va être au rendez-vous. Monsieur Valade. Oui, tout dernièrement, je me suis fait envoyer la documentation du projet que j'ai revisé et que je trouve très impressionnant comme projet. C'est très ambitieux, mais je crois que vous avez besoin de l'appui du gouvernement. La culture d'une société et d'une communauté est très importante. Puis souvent, les artistes, c'est ceux qui ont besoin le plus d'appui dans la communauté. On sait souvent comme artistes, les gens sont pas salariés, ils n'ont pas un salaire régulier. Fait que oui, je serais prête, comme député de comté de Rosemont, à vous appuyer à 100%, à essayer de faire réaliser le projet. Merci, M. Valade. On va piger un autre carton. Ah, scène ouverte.
Les 11 compagnies sont là ce soir. Annette Gélina, c'est possible? Oui, Madame Gélina, c'est QS, j'imagine, Québec solidaire, plein de beaux projets, où prendre l'argent? Je pense que c'est le thème. Donc, le micro approche. J'ai une bonne voix. Posez la question. Depuis, je ne suis pas parmi les plus jeunes dans la salle. Hein. Depuis que je m'intéresse à la politique, j'ai voté dans un contexte toujours de peur. C'est dangereux, l'Hydro-Québec, et vous y pensez pas, les grosses entreprises vont quitter, les référendums, c'est épouvantable, la loi 63, la loi, mettez-les toutes, la peur était toujours là. Pour une fois, j'ai décidé de me positionner en fonction de ce que je trouvais être le plus intéressant pour mes enfants, mes petits-enfants et mon entourage, et donc le projet de Québec solidaire m'intéresse énormément. J'aimerais savoir de la part du représentant de Québec solidaire, ceci étant dit, quels ajustements ils envisagent, soit au pacte fiscal ou autrement, pour être en mesure de financer dans un avenir assez raisonnable le programme qu'ils mettent de l'avant, que ce soit en écologie, en équité sociale, en équité financière et dans tous les domaines de leur programme. Donc, votre question s'adresse essentiellement aux candidats de Québec solidaire? Oui. D'accord. Monsieur Trudel, à vous la parole, 1 minute. Oui, dans 1 minute, c'est un peu rapide, là, parce qu'on parle quand même je vais y aller de façon macro, là. D'abord, il y a toute la question de la fiscalité, là, qui nous intéresse. Quand je disais au début dans l'introduction, il faut vraiment qu'on fasse des choses différemment, qu'on s'attaque à certains tabous. La fiscalité, ça part, c'est celle des entreprises et celle des individus. Celle des entreprises, ben, comme je dis toujours, quand j'étais petit, les entreprises contribuaient à 66 de l'assiette fiscale du Québec et les particuliers, le reste, 33 %. Maintenant, cette proportion-là est de 85 pour les particuliers et 15 pour les entreprises. Il y a comme un problème. On a des problèmes de justice sociale et on nous dit un peu, ben, on va les régler avec des budgets d'austérité sans oser questionner la question des revenus de l'État et sans oser demander aux entreprises de faire leur juste part. Alors ça, c'est une des choses, une des mesures qu'on met de l'avant pour augmenter les revenus de l'État, une meilleure fiscalité individuelle aussi, et bien sûr, tout le volet qu'on pourrait appeler gaspillage. Là, je donne juste un exemple, je n'ai pas grand temps, mais c'est un exemple qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui des agences de placement d'infirmières, qui coûtent au Trésor public 75 millions par année, OK, d'infirmières qu'on vole d'une certaine façon aux hôpitaux, puis qu'on revend ensuite aux mêmes hôpitaux en se faisant de l'argent au passage. Alors, des trucs comme ça, il y en aurait beaucoup dans le budget du Québec à éliminer, et malheureusement, ça n'a pas été fait ni par les libéraux ni par les péquistes. C'est une des choses que nous, on tient absolument à faire, et on pense que de cette façon-là, on peut réunir les sommes nécessaires. On a déposé d'ailleurs un cadre financier, là, si vous voulez le consulter, je l'ai apporté, pour faire le tour de nos engagements, pour les chiffrer et dire où est-ce qu'on allait aller chercher l'argent. Merci, M. Trudel. On va y aller avec une autre question. Marie-Chantal Loca. Le thème communautaire. Oui, bonjour. Alors, il y en a déjà été question un petit peu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en octobre dernier, le gouvernement marois avait promis 120 millions de dollars aux organismes en santé et services sociaux. Donc, j'aimerais savoir si les 4 candidats ici s'engagent au nom de leur parti à verser le premier 40 millions dès 2014 et les 2 tranches subséquentes qui sont supposées suivre. Une question précise. Monsieur Lisée. Ben oui, c'est certain. Hein, je veux dire, on s'est assez battu pour, avec Véronique Yvon pour négocier avec tous les groupes communautaires quels étaient les besoins, comment on pouvait les répartir. On a négocié avec les groupes communautaires lorsqu'il y aurait des sommes, quelle serait la répartition géographique, quelle serait la répartition face à ceux qui sont sous-financés historiquement, etc. Et là, avec Mme Yvon, on est arrivé, je vais vous raconter quelque chose, on est arrivé au Conseil des ministres, on est allé voir, tu sais, Mme Marois, c'est la dame de béton, mais le président du Conseil du Trésor, c'est l'homme de briques. L'homme de briques. Bien difficile à faire bouger. On l'avait fait bouger. On avait une proposition à faire à Mme Marois, puis elle nous a dit c'est pas assez. Elle, c'est une ancienne présidente du Conseil du Trésor et ministre de la Santé. Et elle a dit je pense qu'il y a un autre 50 millions à aller chercher quelque part. Puis elle l'a trouvé, puis elle l'a ajouté. Alors oui, nous on pense, comme Jean disait tout à l'heure,
la mission de base des organismes communautaires, c'est ça qu'il faut financer. Parce que tout le monde veut leur ajouter un petit projet. Ben oui, mais il faut payer le logement, il faut payer la secrétaire, il faut payer un certain nombre de bénévoles qui, après 10 ans, veulent se faire payer. Alors donc, oui, nous, c'est budgété dans le budget du Québec pour l'an prochain et les 3 prochaines années. On a aussi proposé des façons de donner des régimes de retraite aux permanents des groupes communautaires. On est en train de mettre ça sur pied et un fonds de 10 millions pour les aider à acheter leurs locaux. Mais si les libéraux gagnent, là, c'est nulle part dans leur programme, ça. Ils ont fait des promesses qui ne tiennent pas debout, je m'excuse de le dire. Là. Ils vont inventer de la croissance, puis ils vont être obligés de couper quelque part. Et d'habitude, ce n'est pas dans le communautaire qui est au-dessus de leur pile, c'est plutôt les petites centrales, des choses comme ça. Alors nous, si on est là, c'est déjà dans nos budgets. Merci, M. Lisée. Qui veut prendre la relève? M. Trudel. Bien, très rapidement, dans le cadre financier dont je parlais tout à l'heure, c'est 360 millions par année qui sont prévus pour cette vocation-là particulière, parce que